Pour comprendre l'histoire de France, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Qu'est-ce que le tiers-État? Sous l'Ancien Régime, la société française est organisée en 3 ordres. Le clergé, qui regroupe les membres de l'Église, la noblesse, qui détient les fonctions militaires et administratives, et enfin le tiers-État. Le tiers-État, par définition, rassemble tous ceux qui ne sont ni nobles, ni membres du clergé. Autrement dit, presque toute la population. À la veille de 1789, le tiers-État représente environ 98% des Français, soit plus de 25 millions de personnes. C'est donc un immense groupe. Mais ce groupe est très divers. On y trouve d'abord la paysannerie. Environ 80% des Français vivent à la campagne. Certains possèdent un peu de terre. D'autres sont de simples journaliers qui travaillent pour survivre. On y trouve aussi le peuple des villes, artisans, ouvriers, domestiques, petits commerçants. Beaucoup vivent modestement et sont fragilisés par la hausse des prix à la fin du XVIIIe siècle. Enfin, le tiers-État comprend la bourgeoisie urbaine, des négociants, des banquiers, des avocats, des médecins, des notaires. Ce sont souvent des personnes instruites et parfois riches. On voit donc que le tiers-État n'est pas seulement composé de pauvres. Il regroupe des situations sociales très différentes. Ce qui les unit n'est pas leur richesse, c'est leur statut juridique. Le tiers-État est un ordre dit non privilégié. Cela signifie qu'il ne bénéficie d'aucun avantage particulier face à la loi. Et surtout, il supporte l'essentiel des impôts. Les membres du tiers-État paient la taille, l'impôt direct au roi. Ils paient la gabelle, l'impôt sur le sel. Ils paient différentes taxes sur les marchandises. À cela s'ajoutent les droits seigneuriaux versés aux nobles locales. Et la dîme, environ 10% des récoltes, versées à l'Église. En comparaison, le clergé et la noblesse bénéficient de nombreuses exemptions fiscales. Autrement dit, ceux qui représentent presque toute la nation financent presque seuls le royaume. Cette situation crée un profond sentiment d'injustice. Mais le problème ne se limite pas aux impôts. Il existe aussi un blocage social. Même lorsqu'un membre du tiers-État réussit économiquement, il reste exclu de certaines fonctions prestigieuses. En 1781, par exemple, l'édit de Ségur réserve les postes d'officiers dans l'armée aux personnes pouvant prouver plusieurs générations de noblesse. Le mérite ne suffit plus. La naissance devient un verrou. Progressivement, une idée s'impose. Le tiers-État produit les richesses, mais ne participe pas réellement au pouvoir. En janvier 1789, l'abbé Sieyès publie un texte qui va marquer les esprits. Qu'est-ce que le tiers-État? Il y affirme 3 choses simples et puissantes. Le tiers-État est tout, parce qu'il assure toutes les fonctions utiles de la société. Il n'a été rien politiquement, car il ne détient pas le pouvoir. Et il demande à devenir quelque chose. Pour la première fois, le tiers-État est présenté comme le véritable représentant de la nation. Quelques mois plus tard, en mai 1789, le roi Louis XVI convoque les États généraux pour résoudre la crise financière. Chaque ordre envoie ses représentants. Mais le système de vote pose problème. On ne vote pas par nombre de députés. On vote par ordre. Une voix pour le clergé, une voix pour la noblesse, une voix pour le tiers-État. Même s'il représente 98% de la population,
le tiers-État peut être mis en minorité par les deux ordres privilégiés. Le 17 juin 1789, les députés du tiers prennent une décision majeure. Ils se proclament Assemblée nationale. Ils affirment représenter la nation tout entière. Ce geste marque un tournant. Le tiers-État ne se considère plus comme un ordre inférieur. Il se considère comme la nation souveraine. Quelques jours plus tard, lors du serment du jeu de paume, les députés jurent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution. Le pouvoir change de nature. Ce qui était une catégorie juridique devient un acteur politique central. En août 1789, les privilèges sont abolis. Le tiers-État cesse d'exister en tant qu'ordre distinct. Il laisse place à une nouvelle idée, des citoyens égaux devant la loi. Ainsi, comprendre le tiers-État, c'est comprendre comment une majorité longtemps exclue a fini par revendiquer la souveraineté. Ce n'est pas seulement un groupe social. C'est le point de départ d'une transformation politique majeure, la naissance de la nation moderne.